bibliothécaires, mais aussi des libraires, des éditeurs, des manifestations littéraires sur la question de l'écologie du livre. Donc, sur le site de Normandie Livre et Lecture, vous allez trouver un certain nombre de ressources. Moi, je vous envoie en fait le lien vers ces ressources-là. Et parmi ces ressources, vous avez aussi une boîte à outils qui est très utile puisqu'elle pointe sur différentes actions possibles d'éco-gestes et d'économie sociale et solidaire. Donc, vous pouvez aller voir. Le groupe d'échange a travaillé sur une charte autour de l'écologie du livre à laquelle vous pouvez adhérer. Et pour ce faire, vous avez un petit diagnostic qui vous est proposé lorsque vous êtes bibliothécaire et un diagnostic pour les collectivités. Donc ça, vous pouvez aller voir cet aspect-là. Vous avez aussi, en termes de ressources un peu générales, mais je pense que vous connaissez sans doute, le blog Bibliothèque verte de l'ABF, qui est alimenté au fur et à mesure et qui vraiment prend aujourd'hui de l'ampleur avec pas mal d'axes de travail autour de ces questions-là. Et en particulier sur les économies d'énergie, le service, un des services de la BNF a travaillé sur toute une réflexion autour des bibliothèques éco-responsables. Donc, vous pouvez aussi aller vous puiser une forme d'inspiration sur ce site-là. Moi, ce que je voulais ce matin avec Alexandra, ce qu'on voulait vous dire, c'est lancer quelques questions, quelques pistes qui vont permettre après d'échanger, de réfléchir. Déjà, une question assez basique. Est-ce que vous connaissez la consommation en électricité de votre bibliothèque? Ça semble être quelque chose d'assez intéressant pour vous, parce que pour vous situer dans les économies d'énergie, ça peut être bien de connaître sa propre consommation. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que la consommation de la bibliothèque, elle est souvent gérée par les services techniques des collectivités, mais peut-être qu'il y a une possibilité, en tous les cas, de la connaître en particulier. Donc ça peut être une piste déjà de travail. Pareil, la bibliothèque, est-ce qu'elle a déjà effectué un bilan carbone? Ou est-ce que la collectivité a effectué un bilan carbone? Ça peut être intéressant de recueillir les données pour vous, pour voir quels sont les points à améliorer. Alors, j'ai cherché un peu des diagnostics gratuits et libres de bilan carbone. J'en ai pas trouvé. C'est surtout vraiment quelque chose qui demande et qui fait appel à des prestataires. Mais donc voilà, ça c'est aussi une piste. Pour rechercher votre consommation d'électricité au niveau de la bibliothèque, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir le rapport au mètre carré, c'est-à-dire quelle est votre consommation par rapport au mètre carré, parce que là, vous êtes tous issus de bibliothèques de taille extrêmement différentes. On a la bibliothèque de Rouen, mais on va avoir des plus petites bibliothèques. J'ai vu qu'il y avait la BU de Calais qui s'était joint à nous aujourd'hui. Voilà, donc on a vraiment des choses assez différentes en termes de taille, mais avoir un rapport de sa consommation d'électricité en kilowattheure au mètre carré, faire un ratio, ça peut être aussi un indicateur. Parce qu'évidemment, on n'aura pas la même consommation selon vos différentes surfaces. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir une petite idée de votre consommation et de l'utilisation du matériel en bibliothèque, c'est faire l'acquisition euh, d'un petit appareil à poser sur le disjoncteur. Alors moi, je vais vous envoyer un lien, il y en a plusieurs. C'est pas très cher et ça permet, par exemple, euh, de mettre ça au niveau de son disjoncteur. Et si vous utilisez un micro-ondes ou un opaque, vous allez voir tout de suite la consommation de cet outil-là précisément. Donc ça peut être assez intéressant parce que ça vous permet de voir là où vous consommez le plus, hein, quels sont les outils à la bibliothèque. Est-ce que c'est des imprimantes? Est-ce que c'est les ordinateurs? Voilà, ça c'est vraiment aussi une réflexion. Il y en a un qui s'appelle EcoJoco et qui est pas mal, qui coûte entre, je crois, 80 et 160 euros, parce que 160 euros, ça doit être le prix public, mais il y a des prix un peu différents pour les collectivités. En même temps, cet outil-là, il est intéressant parce que vous pouvez le prêter à vos usagers aussi pour leur propre usage. Donc voilà, ça fait partie de quelque chose qui pourrait contribuer à la réflexion. Autre élément aussi intéressant, alors ça ne va pas vous aider à
connaître votre consommation, mais ça peut vous aider à savoir à quel moment il est préférable d'utiliser. Ah mince, ouais, je ne suis pas sûre que j'ai mis les bons liens dans le bon ordre. Si, ça va. Le site EcoWatt va permettre de connaître en fait à quel moment il y a le plus de surcharge électrique. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, si vous utilisez les moments les moins propices à la consommation énergétique, ça permet d'utiliser moins d'énergie carbonée. Donc, du coup, ça, c'est intéressant en termes d'écologie au sens général. Voilà, ça, c'est vraiment les toutes petites réflexions qu'on a souhaité lancer. Et puis après, vous allez en avoir et vous allez trouver sur les liens qu'on vous a proposés plein d'éléments pour effectuer des actions simples. Alors, soit des actions sans travaux, comme par exemple utiliser la lumière et uniquement lorsque le public le demande. On a des bibliothèques qui font ça, c'est-à-dire ne pas allumer en journée. Et par contre, pouvoir, lorsqu'il s'agit d'une salle de travail, lorsqu'il s'agit d'un lieu, pouvoir allumer à la demande. Bon, alors ça crée des petites tensions parce que en fait, les gens pensent que les salles sont fermées. Voilà. Alors, après, il y a des choses et il y a vraiment un travail à faire avec le public autour de ces questions-là. Il y a aussi toutes les questions d'éco-gestes que l'on peut faire en termes de bureautique. Et ça, vous allez aussi trouver dans les différentes ressources des éléments dans ce domaine. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre son ordinateur en veille ou est-ce qu'il faut l'éteindre le soir? Voilà, il faut à la fois imaginer que la consommation en veille, elle est importante, mais en termes de relancement des appareils et d'usure des appareils, ça peut être problématique. Donc voilà, c'est des choses à voir de manière un peu globale. Par contre, ce que font certaines bibliothèques aussi, c'est condamner l'électronique en doublon. Par exemple, pour les opaques, si vous avez différents espaces, vous pouvez laisser un seul opaque allumé dans votre bibliothèque ou un seul par étage, tout dépend de la dimension de votre bibliothèque. Donc voilà, alors il y a d'autres bibliothèques aussi qui ont fait quelque chose que je trouve plutôt intelligent, c'est couper l'eau chaude et les chauffe-eau dans les sanitaires, parce que finalement, on n'utilise pas forcément toujours l'eau chaude au niveau des sanitaires publics. Donc, et c'est quelque chose qui est assez bien vécu, puisque bon, pour se laver les mains, pour les chasses d'eau, il n'y a pas de problème avec de l'eau froide. Donc ça, c'est aussi un élément très simple. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire un petit peu au niveau économie sans travaux. Et puis après, vous avez aussi d'autres éléments que vous pouvez mettre en œuvre, mais qui nécessitent des travaux de la collectivité, bien sûr. Vous en avez parlé dans les questionnaires et lancer des réflexions dans ce domaine. Mais par exemple, c'est installer des détecteurs de présence, justement pour la lumière, allumage, éteinte. Voilà, bien signaler les salles qui sont ouvertes mais pas allumées. Pour les rayonnages aussi, essayer de trouver des solutions pour moins éclairer les rayonnages. Alors des fois, c'est centralisé et c'est pas possible, mais par moment, peut-être que vous pouvez allumer un rayonnage sur deux, ce qui laisse une sorte d'animation de la bibliothèque, mais pas forcément non plus tous les espaces. Voilà, il y a aussi tout ce qui est clim réversible et réglages. Si vous en avez dans vos bibliothèques et si elles sont récentes, vous pouvez demander des réglages un peu différents au niveau des horaires de la journée ou alors au niveau des températures aussi. Ça, j'imagine que vous y avez pensé ou la collectivité aussi. Voilà. Puis après, vous avez les travaux plus lourds d'isolation, mais là qui vont concerner plus la collectivité et la réflexion globale. Bien écoutez, après ces quelques pistes qui sont vraiment des pistes assez basiques et assez simples, on peut laisser la parole à Véronique Prézot de Ron pour qu'elle nous présente un petit peu les actions qui ont été mises en œuvre dans les bibliothèques de Ron. On va te laisser la parole, Véronique. Bonjour, merci. Alors, du coup, est-ce que vous voyez mon… Ah non, je n'ai peut-être pas mis… hop, l'intégralité de votre écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, hop, je mets ça. Voilà, donc pour ma part, en fait, du coup, effectivement, on est en plein dans les enjeux de la crise économique et écologique.
avec effectivement des enjeux de court terme, on va dire, la forte augmentation des tarifs de l'énergie. Hein. Par exemple, pour Rouen, c'est plus 7 millions. En fait. Donc, effectivement, on est très sollicité pour faire des économies. Mais c'est aussi tout le changement climatique dans le monde, en France et en Normandie. Donc, j'ai mis un lien sur le GIEC normand qui je vais vous montrer, qui en fait fait des cartes et dessus, si vous cliquez en fait sur les numéros, vous avez des petites vidéos, mais aussi le texte qui vous explique tous les impacts pour les températures, mais aussi pour la qualité de l'air, pour l'érosion, pour la santé, pour l'utilisation, enfin pour l'agriculture, l'eau, etc. Donc c'est très bien fait, très pédagogique. Donc mince, hop, très pédagogique. Donc, on comprend bien tous les enjeux du changement climatique et de la transition. Dans notre collectivité, c'est aussi un enjeu fort puisqu'il y a une orientation politique qui est très affirmée. Hein, la collectivité est très mobilisée autour de ces enjeux. Donc, on a un service transition conséquent. Il y a eu un plan carbone qui, a priori est un impératif légal, d'après ce qu'on m'a répondu. Et par exemple, nous, pour les chiffres qui nous ont été donnés, le coût le plus important, enfin l'impact le plus important, c'est celui des déplacements. Donc ensuite, effectivement, l'énergie, mais 34%, c'est les déplacements. Et puis, on a un enjeu qui irrigue aussi le PCSES des bibliothèques. C'est pas un axe principal, mais ça irrigue tous les autres axes. Et je pense que c'est un peu notre stratégie aussi dans l'action culturelle, c'est-à-dire d'irriguer au maximum ces enjeux de transition écologique et économique dans l'ensemble de nos actions. Oui, donc je vous ai remis ici, hein, on a un label Citergie pour la collectivité, il y a un plan de renaturation, il y a une promotion des mobilités douces professionnelles, c'est-à-dire que à partir de 1000 km faits en vélo, les agents en fait, ont une prime de 200 € annuels. Excuse-moi, Véronique, j'ai l'impression que ça n'est pas le document que tu nous as présenté tout à l'heure. Vous ne voyez pas mon diaporama? Non, il y a peut-être un souci de partage d'onglet. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait le test. Ok, voilà. Hop, arrêtez la présentation, je remets. C'est pas ça que je veux mettre. Et là, c'est bon, vous voyez le diaporama? Ah, c'est bon. Voilà, donc la carte, si vous ne l'avez pas vue, c'était celle-ci. Je vous ai mis deux liens, celui du GIEC normand et puis aussi une vidéo YouTube sur justement l'impact des températures, parce que c'est vraiment bien fait. Et puis donc là, ce que j'étais en train de vous dire, les exemples de l'orientation politique de la collectivité. Je vais mettre comme ça. Alors, effectivement, nous aussi, on a été, j'ai fait une coquille, on a été sollicité pour réduire les coûts énergétiques, hein, puisqu'il faut trouver 7 millions pour pouvoir assurer l'énergie, l'augmentation de l'énergie. Donc, à court terme, on a fait quelques propositions, mais notre politique dans les bibliothèques et puis au sein de la collectivité, c'est aussi donc de proposer des actions sur le long terme. Et pour les bibliothèques de Rouen, donc c'est aussi s'inscrire dans les bibliothèques, dans l'agenda 2030 des bibliothèques. Donc cet agenda, je vous l'ai remis ici, présenté par Raphaël Batz, qui les a rangés sous 4 grands thèmes, hein, les objectifs primaires, la faim zéro, la bonne santé et bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes,
Les objectifs environnementaux, donc par exemple l'énergie propre et d'un coût abordable, la lutte contre les changements climatiques, les objectifs socio-économiques, le travail décent, la croissance économique, les inégalités réduites par exemple, et les objectifs politiques, promouvoir la paix et la justice et les partenariats pour la réalisation des objectifs. Donc, à court terme, si je reviens sur les sollicitations que tout le monde connaît, donc effectivement, il y a un plan de sobriété par rapport, on nous a demandé de réfléchir au chauffage, à l'électricité et au numérique. Donc, il y a eu un report du chauffage, là, toutes les bibliothèques ne sont pas encore allumées, et une baisse des températures dans les espaces. Par contre, nous, on a fait un retour par rapport justement au confort des usagers et en rappelant qu'en fait, la bibliothèque, c'est aussi un lieu de vie, voire un lieu refuge qui venait un peu en contradiction avec le projet qu'on a avec le CCAS, c'est-à-dire de lieux culturels, lieux solidaires, pour soutenir l'intégration des publics précaires et répondre à leurs besoins les plus criants. C'est ce qu'on fait déjà, hein, par exemple, la possibilité d'accéder au Wi-Fi, de pouvoir recharger son téléphone, de pouvoir lire des documents, enfin des livres, etc., gratuitement, d'accéder à la presse, aux ordinateurs, etc. Mais là, l'idée, c'était peut-être d'aller plus loin et puis d'afficher ça, de le rendre très visible par un macaron lieu solidaire. Donc, on a un peu rappelé quand même, un peu discordant avec la demande, mais on a rappelé que c'était aussi un lieu de vie et qu'on souhaitait qu'il y ait un minimum de chauffage quand même pour nos usagers et pour les équipes, bien sûr. Alors, par contre, on l'a vu aussi comme une opportunité pour proposer des adaptations à moyen terme. Donc, comme vous l'avez dit, ça passe par effectivement des plans de rénovation énergétique. Donc, il y a quand même, nous, par exemple, on n'a pas de chauffage, on ne peut pas régler nos chauffages. Donc, quelquefois, en fait, on se rend compte qu'il y a un chauffage important alors que les températures extérieures sont douces. Donc, on a souhaité avoir un dispositif de régulation thermique avec des têtes thermostatiques, par exemple. Et ensuite, effectivement, il y a toute la rénovation énergétique des bâtiments, comme par exemple le changement des huisseries de certains bâtiments qui sont très anciens et qui n'ont pas été changés, la végétalisation de toits, les panneaux photovoltaïques. Tout ça, c'est des choses qu'on a proposées. Mais le problème, c'est que les coûts sont souvent élevés et comme on est justement dans des contraintes budgétaires élevées aussi, voilà, ça peut poser problème. Bon, il y a des subventions, hein, j'ai mis le lien, moi, du plan de relance sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Après, effectivement, ça demande quand même un budget important de la collectivité. Sur l'éclairage, on a fait passer des consignes pour privilégier l'éclairage naturel tant que possible, d'installation de LED dans des bibliothèques où justement il y avait un changement de luminaire, des LED moins énergivores et effectivement des capteurs de présence, notamment dans les bureaux où la présence elle n'est vraiment pas continue. Après, on s'est posé peut-être plus de questions sur les espaces publics parce qu'on avait effectivement peur de l'invisibilisation des espaces et des collections, quel impact ça pouvait avoir, et puis aussi pour les personnes qui avaient des problèmes de vue, est-ce que ça n'allait pas être un handicap en fait. Ce qu'on a proposé aussi, c'est de décaler l'entretien des locaux aux heures d'ouverture. Actuellement, le personnel d'entretien intervient avant les ouvertures, donc très tôt, hein, comme beaucoup d'établissements publics. Et pourquoi pas, en fait, faire l'entretien pendant les heures d'ouverture pour la qualité de vie au travail des agents d'entretien, pardon, mais aussi effectivement pour montrer l'importance, enfin l'impact des gestes de chacun sur l'entretien. Sur le numérique, alors je vous ai mis quelques exemples parce qu'en fait, on a fait beaucoup de propositions avec la participation de challenges internes, mais effectivement, on s'est dit qu'on pouvait facilement alléger le poids des mails, notamment pour tout ce qui était
mail interne en mettant des hyperliens si c'était des documents en interne plutôt que des pièces jointes. On a des bandeaux de communication qui s'ajoutent à chaque message, donc on a proposé qu'on puisse changer notamment pour les mails internes. Pareil pour les signatures qui sont un poids aussi dans les mails. Le répondre à tous qui est quelquefois pas nécessaire, nettoyer sa boîte mail régulièrement, et il y avait tout ce qui était aussi extinction des écrans, etc. Voilà. Mais en fait, sur le plus long terme, en fait, on a engagé un travail depuis l'année dernière, au moins, oui, c'est 2021, voilà, où une référente qui vient de nous quitter, Marion Lenaguerre, pour rejoindre la médiathèque départementale et qui fait partie du groupe ABF notamment. Donc, on a voulu justement avoir une référente, un groupe transversal avec des représentants des différentes bibliothèques. Et l'année dernière, on a eu, enfin cette année d'ailleurs, c'est fini cet été, on a eu une volontaire en service civique qui nous a beaucoup aidé pour prendre en charge ces enjeux. Donc l'idée, c'était de sensibiliser les collègues, l'ensemble des collègues, puisque comme partout, en fait, on a des collègues qui sont bien investis personnellement sur le développement durable, qui sont bien sensibilisés à cet enjeu, mais pas tous. On a aussi des réfractaires. Bien sensibiliser aussi les publics, ça fait partie de nos missions d'information, et être aussi force de proposition et d'action. Donc, notre stratégie, ça a été de partir des pratiques déjà existantes, de les valoriser, valoriser les bonnes pratiques, donc avec des comptes rendus diffusés. On a réalisé un livret éco-geste et puis participer au challenge ville sur le développement durable, notamment pour valoriser auprès de la collectivité l'engagement des agents. On développe nos connaissances, donc on a plein de liens, de documents partagés sur notre espace interne. Et puis, on a souhaité s'intégrer au réseau sur le livre et les bibliothèques durables. Donc, par exemple, en intégrant le groupe écologie du livre de Normandie Livre et Lecture, dont on a signé la charte récemment. Sur les formations, donc on essaye de s'inscrire dans les formations le plus fréquemment possible. Et puis, on va avoir une formation collective la semaine prochaine, justement, 2 jours pour l'ensemble des agents, pour justement disséminer ces enjeux et les connaissances, les pratiques que l'on peut mettre en œuvre au quotidien. Et tout ça permet effectivement de se mettre en mode projet pour développer de nouvelles actions. Donc, juste rapidement, là, en fait, on est parti d'un petit questionnaire et notre service civique, en fait, les a mis en sketch note. Donc, pour partir de ce qu'on fait chez soi, ce qu'on fait au boulot, au travail. Donc, par exemple, éteindre systématiquement son écran quand on part, venir à vélo, et puis les propositions sur la bibliothèque et sur le réseau, notamment le tri sélectif qui n'est pas toujours mis en œuvre chez nous, le système de chauffage, éteindre les lumières, etc. dans les services, etc. Mais aussi tout ce qui était pratique, pas forcément écologique, mais voilà, qu'on fait au jour le jour, par exemple le suremballage de certains aliments, mais qui ne sont pas non plus de notre fait. Ça a été complété par un quiz sur les pratiques durables. Tout un chacun, en fait, a pu apprendre justement quelques éco-gestes et puis quelques découvertes. Par exemple, si on passe effectivement plus de 3 minutes de lecture sur un mail, en fait, c'est plus écologique de l'imprimer. Donc voilà, un livre papier, c'est plus écologique qu'une liseuse. Un SMS, c'est plus écologique qu'un mail, a priori. Voilà, on se posait des questions sur le streaming, et a priori, c'est quand même moins polluant que le DVD. Donc voilà, on a appris plein de petites choses grâce à notre service civique qui a été à la pêche aux informations pour justement partir de nos a priori pour savoir si nos gestes étaient vraiment durables.
puis, on a fait le point sur ce qui était déjà fait sur le réseau, donc la structuration, la référente, la formation collective, le groupe de travail, l'intégration dans les réseaux. Donc, comme je vous ai dit, on a fait partie du groupe de travail Normandie Livre et Lecture sur l'écologie du livre, donc qui effectivement avait le gros avantage de réunir plusieurs acteurs de la chaîne du livre, des bibliothécaires, mais aussi des libraires, des éditeurs, des associations. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir suivre à plusieurs. Donc, chacun faisait une réunion parce qu'on n'avait pas forcément toujours le temps. Mais l'idée, on a pu participer justement à la rédaction et qui a été officialisée. Et donc, nous-mêmes, on y a adhéré cet automne. J'ai remis le partage, la copie d'écran, mais vous avez effectivement le lien, comme vous l'a dit Agnès, pour justement pouvoir s'inspirer, faire un diagnostic aussi sur ces pratiques. Dans notre réseau, on a une grénothèque, on a une bouturothèque depuis ce printemps aussi, et puis aussi on a mis pour l'économie circulaire une créathèque. Donc là, en fait, les publics sont invités à déposer leur matériel de loisirs créatifs dont ils ne se servent plus. Et puis, donc toujours à la bibliothèque, on l'a mis dans les rayonnages sur tout ce qui est pratique manuelle, loisirs créatifs. Et ça marche très bien comme la grénothèque ou la bouturothèque. Les gens prennent, mais aussi apportent régulièrement des graines, des boutures, etc. Ce qui nous permet aussi de mettre en valeur tous nos fonds autour du jardinage, de la permaculture, du développement durable, etc. Tout ce qui tourne autour des enjeux de développement durable, d'économie circulaire. On prête aussi des socles Tawashi. Donc, c'est des socles qui permettent, en fait, à partir de vieilles chaussettes trouées, de faire des éponges, donc de recycler, en fait, nos vêtements. L'année dernière a été mis en place un défi zéro déchet, donc justement avec la valorisation de documents autour des pratiques de développement durable, et puis demander en fait si les personnes avaient bien utilisé le Tawashi, expliquer pourquoi c'était mieux pour la planète, pourquoi c'était mieux aussi pour eux, et est-ce qu'ils ont pu réaliser ce défi, est-ce que ça leur paraissait facile ou pas. Donc, il y a eu, je ne sais plus combien, il y avait plus d'une dizaine de défis à réaliser. On participe à la Semaine européenne du développement durable. Donc, par exemple, cette année, c'était, je vous montrerai après, en fait, on s'est rendu compte que dans l'agenda 2030, on ne répondait pas ou peu à certains objectifs. Donc là, on avait mis l'accent justement sur l'énergie. Et donc, c'était l'occasion de montrer, de sensibiliser à tout ce qui était énergie propre, notamment l'énergie solaire, en passant par le concret, notamment en cuisant en fait des cookies à l'énergie solaire, avec l'association des vagabonds de l'énergie. Et là aussi, des projections rencontres autour du climat, Mon cerveau fait l'autruche, en partenariat, dans le cadre de la fête de la science, pour voir pourquoi en fait on a ces blocages et pourquoi en fait, même si on sait qu'il y a un gros enjeu, il est quelquefois difficile de mettre en place des actions. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est qu'en dehors de ces temps forts, il y ait aussi qu'on ait cette dimension durable pour l'ensemble de nos actions culturelles. Donc, par exemple, ce semestre, on avait un temps fort autour de la gastronomie, puisque Rouen a été labellisé ville créative de l'UNESCO. Donc, on s'est penché, par exemple, sur le pain. Comment en fait on peut faire soi-même son pain, quels sont les enjeux du pain artisanal par rapport aux boulangeries industrielles, par exemple. Rencontrer aussi des auteurs, notamment Agathe Henrigue,
autrice de la série des livres Ma petite cuisine sur la cuisine éco-responsable, etc. Au niveau numérique, en lien avec les maisons de quartier, on récolte en fait les anciens ordinateurs dont le public ne se sert plus et en partenariat aussi avec les différentes associations de la ville, on fait des ateliers de réparation pour les mettre à disposition des associations solidaires. Donc, de l'économie circulaire, mais aussi de la valorisation des compétences numériques de chacun et partage de ses connaissances. Ce Noël et puis les Noëls derniers, on met en place une grande fabrique, une grande manufacture pour proposer la fabrication de cadeaux, de décorations. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était des ateliers Furoshiki, donc emballer ces cadeaux avec du textile, mais ça passe aussi par des spectacles. Donc là, par exemple, le Père Noël vert, justement, qui sensibilise au cours d'un spectacle à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation. Donc après, on a eu 4 réunions. Déjà après la première réunion, on avait quelques objectifs qui ressortaient, donc qui allaient justement du tri, qui vraiment est un enjeu important puisque souvent dans les bureaux, en fait, on fait nos poubelles de tri, mais ensuite le problème c'est que c'est remis ensemble dans les poubelles, voilà. Donc ça c'est un gros enjeu pour la collectivité. Tout ce qui est extinction des ordinateurs, des automates de prêt, des ordinateurs voilà, de tous les soirs, de produits plus responsables faits maison lors des animations, de prendre de la vaisselle lavable plutôt que de la vaisselle jetable, le dégivrage des frigos, enfin voilà, il y avait différents objectifs qui avaient été énoncés et regroupés, que l'on a complété avec justement les objectifs de l'agenda 2030, les 17 objectifs. Et on a utilisé le jeu qu'a mis en place Raphaël Batz pour justement donner des exemples. Par exemple, sur pas de pauvreté, tout ce qui est don de ces aliments périssables qu'on n'utilise pas à des associations, etc. À partir de là, chaque action, en fait, on a essayé de voir sur tous les 17 objectifs ce que l'on faisait. Donc, on répond à certains objectifs de façon importante, par exemple l'éducation de qualité, étant donné que c'est une de nos missions, le fait qu'on prête les collections gratuitement, mais aussi des ustensiles de cuisine, la grénothèque, les fonds adaptés, etc. Donc là, c'est bien rempli, mais tout ce qui est effectivement sur les énergies, sur l'eau, à part la sensibilisation, on avait beaucoup moins de réponses. Donc, on a fait un atelier participatif suite notamment à une journée de Normandie Livre et Lecture sur le participatif en bibliothèque. Et on a repris un peu ce modèle, donc en réunissant notre groupe de travail pour utiliser l'intelligence collective, donc en complétant la phrase « jamais on a vu, jamais on verra » à la bibliothèque pour débrider un peu l'imagination de chacun sur les objectifs qu'on remplissait peu, l'eau propre et assainissement, l'énergie propre, la vie aquatique, la vie terrestre. Et ensuite, donc, il fallait donner 3 arguments pour défendre à tout prix cette nouvelle idée auprès de la hiérarchie. Puis, imaginer une animation concrète et ensuite, chacun a pu voter pour son animation préférée. Ce qui a été mis en œuvre, puisque cet automne, donc, on a pu mettre justement cette culturelle autour de l'énergie solaire.
qu'on a pu mettre en œuvre aussi la végétalisation des abords de la bibliothèque des Capucins avec des bacs, mais aussi un décaissement en fait des abords pour planter en fait voilà, des végétaux. Et puis ce qui est projeté aussi, c'est un atelier de sensibilisation sur l'eau autour du bassin du parc Gramont pour le printemps avec les services de la métropole sur justement avec un expert en fait des mares et de tout ce qui est eau. Tout ça, ça aboutit aussi à un dépliant éco-geste en bibliothèque pour diffuser les bonnes pratiques. Donc, il y a la vie au bureau. Alors, vous voyez, normalement, c'est un dépliant qui est plié. Donc, c'est à l'envers. Donc, si nous passions au vert, donc avec ouvrons les fenêtres plutôt que d'allumer le ventilateur. Donc, c'est des choses vraiment concrètes et de bon sens, mais qui peut être important de rappeler, de signaler les fuites pour éviter la surconsommation d'eau, d'utiliser la vaisselle lavable, voilà, de fermer les volets pour garder la chaleur ou la fraîcheur. On a un protocole de forte chaleur, par exemple l'été, et dès qu'il commence à faire chaud, on ferme les volets ou les stores dès que possible pour garder la fraîcheur. Et puis les engagements qui sont déjà pris, notamment le fait de transporter les documents par navette plutôt que les usagers se déplacent. Donc, il faudrait faire un ratio pour voir si c'est vraiment le plus écologique. Mais bon, voilà, sur le numérique, utiliser donc le Wi-Fi plutôt que la 4G, mettre ses favoris, mettre les pages visitées en favoris, sur la mise en veille rapide des appareils, le papier brouillon, etc. Donc, des éco-gestes qui sont plutôt de bon sens, mais qu'on a souhaité rappeler à tout le monde et valoriser auprès de la collectivité des challenges. Donc, on a répondu à un défi, c'est un défi international d'1 heure pour la planète, donc dont on a été lauréat. Et puis, cet automne, c'est la participation au challenge Monsieur le maire, j'ai une idée pour la transition écologique. Donc, le groupe a émis 68 propositions justement pour la transition écologique. Donc, par exemple, sur le bâtiment, éviter de prendre l'ascenseur et l'escalator, donc avec, par exemple, des nudges pour inciter à utiliser les escaliers, le tri des déchets, ça on l'a déjà dit, les poubelles de recyclage, les toilettes. Est-ce que c'est possible d'utiliser des toilettes sèches, installer des panneaux solaires, végétaliser les toits, etc. Un autre exemple sur les animations à destination des publics et l'économie circulaire, proposer une fripothèque, un troc de vêtements occasionnellement, un troc de décoration de Noël, puisque là, effectivement, c'est assez temporaire et ça peut être réutilisable. Des ustensiles de cuisine, donc à la grand-mare, c'est déjà fait, mais effectivement, peut-être un troc carrément en plus du prêt, etc. Voilà, et les autres projets qui sont en cours de réalisation. Donc là, on est en cours de réalisation pour proposer au public des bibliothèques pour les inciter à venir en vélo, des kits pour regonfler leurs pneus ou le réparer s'il est crevé, par exemple. On a aussi un projet de construction de bornes vélo en le proposant à un lycée professionnel pour réalisation, les bornes vélo qui sont dans le commerce sont assez chères, c'est plus de 2 000 €. Donc, l'idée, c'était de passer par un lycée professionnel. Donc, il y a une livrée éco-geste aussi à destination, cette fois des publics qu'on avait réalisé, mais que du coup, la collectivité souhaite harmoniser pour l'ensemble des services. L'utilisation aussi d'un escape game, peut-être vous l'avez vu aussi dans le groupe ABF, puisque c'était Marion, la référente, qui l'avait mis en place. Et puis, effectivement, comme beaucoup, on souhaiterait
retester, puisque ça avait été fait il y a quelques années, mais ça devient important vraiment de tester la non-couverture de certaines collections, celles qui sont peut-être les moins utilisées ou celles qui sont les plus temporaires et qu'on rachète régulièrement. Voilà. Pour l'expérience, le retour d'expérience des bibliothèques de Rouen. Et encore plein d'idées à mettre en œuvre. Merci Véronique. Est-ce que vous avez des questions tout de suite, direct? C'est très très riche le document projeté dans un temps assez court, on en a bien conscience, mais ça soulève plein d'échanges, j'imagine. Donc si vous avez des questions tout de suite, la parole est à vous. Sinon, vous pouvez aussi, si vous n'osez pas les poser, intervenir dans le chat. Il n'y a pas de souci. Ah, Valérie demande la main. Donc, on va laisser Valérie, du coup, poser sa question. Alors, on vous voit, mais on ne vous entend pas, Valérie. Et pourtant, le micro est désactivé. En langue des signes, peut-être. On vous laisse le temps de regarder, peut-être vous déconnecter, vous réaccepter. Et puis, est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour Véronique? Est-ce que maintenant vous m'entendez? C'est bon. Impeccable. Bonjour à toutes et tous. Je ne me suis pas très bien présentée parce que Valérie, bon, c'est un peu court. Je suis Valérie Eugène, je suis la responsable d'une bibliothèque d'école d'architecture à Strasbourg. Alors, je ne sais pas comment je suis arrivée parmi vous, mais je suis vraiment très heureuse d'y être. J'ai noté plein de choses. Et alors, à mon tour, je voulais peut-être vous faire partager au moins une idée qui peut vous aider dans vos collectivités, puisque moi, je fonctionne plutôt sur enfin, disons que la bibliothèque est plutôt une bibliothèque universitaire. Nous sommes en lien avec notre université et avec nos partenaires dans un écosystème de bibliothèques universitaires. Mais peut-être les collectivités auraient intérêt, notamment en Normandie, à se rapprocher de l'ENSA, de l'école d'architecture. Pour avoir justement un retour de leur part. Parce que juste pour vous dire que dans mon école, tout ce qui est justement lié à l'énergétique pure, vraiment en termes de génie civil, en termes de services techniques, est justement bien creusé grâce aux élèves architectes. C'est-à-dire que depuis là quelques mois, les enseignants ont mis les élèves au travail sur ces questions. Donc en fait, ça peut vous aider à vraiment avoir un retour de la part d'étudiants dont la trajectoire est dédiée à ces thématiques. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis l'autre chose que je voulais aussi poser comme question à tout le monde, donc bien sûr en BU on utilise beaucoup de documentation électronique, de revues électroniques, voilà. Et donc moi ma vraie question en ce moment, et j'avoue que je n'arrive pas du tout à je suis un peu perplexe, c'est finalement, est-ce que j'ai intérêt, enfin je dis je, mais c'est pour poser la question, est-ce que j'ai intérêt à passer au tout électronique pour les e-books, parce que je le fais déjà pour les revues beaucoup, ça c'est déjà une pratique courante en BU, mais est-ce qu'on a intérêt, écologiquement parlant, à aller vers du e-books et, comment dire, à contraindre un peu notre budget d'acquisition papier, parce qu'il me semble que la chaîne du livre et pas tellement vertueuse, puisque bon, bah, au départ, forcément, on va couper des arbres, on va avoir plein de problèmes. Là, j'ai un de mes fournisseurs étrangers, livres étrangers, qui m'explique qu'à cause du Brexit, à cause des problèmes internationaux, ce sont des frais encore pires. Et je me dis, au final, est-ce que j'ai encore intérêt à acheter des livres papier si ce n'est que paradoxalement, on me dit aussi que les livres électroniques sont un coût. Donc, je ne sais pas quoi mettre dans la balance. Et en fait, je suis un peu perdue. Voilà mes interrogations du moment, même si je comprends qu'en BM, ce n'est pas du tout les mêmes, ça c'est sûr.
Du coup, merci Valérie pour cette question générale. C'est vrai qu'en BU, cette problématique, elle est plus présente parce que l'habitude et le montant des acquisitions dématérialisées est plus importante. Est-ce que dans vos bibliothèques, vous avez pensé à cette solution? Est-ce que quelqu'un a une idée justement des différences de coûts dans ce domaine? Ben, ce qui est sûr, c'est que la Lokelec va être plus chère. Ça, et justement, en ce moment, elle a tendance à encore plus augmenter quand on regarde les gros bouquets, hein, enfin voilà, qu'on a l'habitude de traiter dans nos groupements d'achat. C'est sûr que cette Dokelec va être plus chère en 2023. Mais pour autant, enfin voilà, ça c'est des discussions vraiment au niveau stratégie de politique documentaire. Mais à mon humble niveau, entre guillemets, je me dis, est-ce que j'ai quand même intérêt à prendre le risque de ce coût supplémentaire pour rejoindre tel ou tel groupement d'achat et finalement aussi par souci de mètre linéaire, tout simplement, réduire en quelque sorte la place et du coup le circuit depuis l'imprimeur de ce livre imprimé qui est disons, le circuit du document classique qu'on connaît tous depuis des années. Est-ce que c'est le moment de vraiment Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une politique documentaire qui est à une autre échelle, bien sûr, qu'à ma simple bibliothèque, mais plus simplement, en termes d'impact écologique, je me demande, si on met de côté le côté Poldoc et le côté prix et tout, simplement en termes d'impact, qu'est-ce qu'on peut réfléchir? Alors nous, ce qu'on avait vu justement dans le quiz, c'est que que le livre papier était d'une façon générale plus écologique que tout ce qui était e-book, liseuse. Voilà. Après, il faudrait prendre effectivement l'ensemble de la chaîne, mais pour l'instant, à moins de lire plus de 20 à 30 livres par an sur sa liseuse. Alors après, c'est pas forcément sur la liseuse, ça peut être sur l'ordinateur, mais tout ce qui était téléchargement, etc., ça avait aussi un coût important, quoi. Plus le coût de la documentation électronique est exponentiel. Je crois qu'il y a une BU de Lille, c'est ça, qui est là, une collègue en BU. Est-ce que c'est des questions partagées Elle n'est pas venue, je crois, c'est ça? Si, on a une personne de la BU à Calais. Ah oui. Angéline. Est-ce qu'Angéline est là? Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, alors très bien. oui, bonjour, je suis Angéline, responsable adjointe de la bibliothèque de Calais. Pour tout ce qui est questions, justement, je pense qu'on va prochainement avoir une réunion sur ces questions-là, un conseil documentaire. Mais moi, c'est vrai que c'est des questions qui se posent, mais je ne pourrais pas vraiment répondre à la question, vu que ce n'est pas moi qui m'occupe principalement de tout ce qui est politique documentaire et acquisition. Mais je pourrais poser la question à ma collègue qui s'en occupe. Mais ouais, moi, je ne m'occupe pas vraiment de ça. C'est vrai que j'étais venue à la base pour tout ce qui était question parce que nous, on est aussi dans un processus de rénovation du bâtiment. Et aussi, pareil, on est dans des questions de coûts énergétiques à ce niveau-là. Donc, c'était ça que j'étais venue chercher à la base. Désolée si je ne peux pas vraiment répondre à la question. Mais ouais, j'imagine qu'il y a il y a vraiment des questions aussi autour de ça. Et du coup, des ressources électroniques, ouais, en termes de budget. Voilà. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions destinées à Véronique? Immédiatement. Moi, j'avais juste une petite chose à dire par rapport aux écoles d'architecture, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être un moyen ou un levier de réflexion autour de ces bâtiments. Là, en fait, on avait une seule personne qui était inscrite au webinaire et qui venait du patrimoine, mais l'idée pour l'année 2023, Normandie Livre et Lecture, c'est de réfléchir aussi en termes de conservation préventive et patrimoine à cette notion d'écologie qui est liée à la fois au bâtiment, à température, hygrométrie, mais aussi climatisation. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est potentiellement à ouvrir. Peut-être collectivement, Alexandra, on peut peut-être y penser aussi plus généralement en termes de bâtiments de lecture publique. Voilà, ça c'était juste une petite remarque.
Est-ce qu'Idil, tu voudrais dire un petit mot aussi peut-être sur cette question-là plus largement? En fait, moi, j'avais notamment une question de savoir si la demande, vous recevez les demandes d'envisager une fermeture d'une journée ou plus des bibliothèques pour justement des raisons de réduction énergétique. Voilà, est-ce que c'est des demandes que vous avez d'envisager ces scénarios, que ce soit une journée par semaine ou une semaine sur des congés, enfin des vacances scolaires, voilà. J'aurais bien aimé Alors, avoir. Idil, je crois que tu n'étais pas encore arrivée et malheureusement, Eva Eva Garouste Garouste, ouais. n'est pas là. La bibliothèque de Bayeux envisage le télétravail et la réduction des horaires. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui envisagent des solutions comme ça? Ou est-ce qu'on vous les demande en tout Oui, cas? c'est plutôt déjà, est-ce qu'il y a une demande? Voilà. Ouais, est-ce qu'on vous demande ça et est-ce que vous résistez aussi peut-être? Et plus largement, quelles sont les demandes de vos élus? Quelles sont les demandes de vos collectivités? Avec dans l'idée, pour tout vous dire, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un besoin d'essayer de construire quelque chose, un peu de collectif pour avoir une base d'argumentaire pour vous voilà, comment finalement entre guillemets, une solidarité professionnelle peut se faire et de se dire, est-ce qu'il faut formuler des choses appuyées pour justement éviter des fermetures, etc. C'est un peu ça l'enjeu de la question. Enfin, nous, on ne demande pas de fermer plus, mais là, actuellement, dans certaines bibliothèques, il fait 13-14, donc c'est quand même juste. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que le public vient moins, du coup? Est-ce que les gens s'installent moins? Est-ce que ça a un impact sur la fréquentation des familles? En fait, il reste moins longtemps. Le retour des bibliothécaires, c'est qu'en fait, ils viennent chercher leurs documents et puis ils repartent, ils ne s'installent plus. Et il y a des interrogations justement du public pour savoir jusqu'à quand. Certaines bibliothèques, ça y est, depuis la rentrée là, des vacances scolaires, mais d'autres n'ont pas encore bénéficié du chauffage. Donc, les températures matinales sont quand même très basses. Donc, ça a un impact effectivement sur la fréquentation et en tout cas sur le séjour dans les lieux, quoi. Et on parlait tout à l'heure des populations un petit peu plus en difficulté qui viennent, qui se servent de la bibliothèque comme un lieu de refuge. Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus? Est-ce qu'ils viennent moins? Est-ce que le lieu répond toujours à leurs attentes? Ou est-ce que vous voyez déjà là sur ces quelques semaines Non, peut-être pas aussi drastiquement, mais effectivement, enfin, c'est une interrogation, en tout cas, moi, de ma part, et puis des bibliothécaires, c'est-à-dire que si on réduit le confort, est-ce que ça va pas avoir un impact sur l'attractivité des bibliothèques et est-ce que justement, on peut pas se dire que comme pendant la crise Covid, il peut pas y avoir une exception culturelle des bibliothèques et sociale. En fait, notre rôle aussi, c'est d'accueillir tous les publics. Est-ce que là, on risque pas de perdre certains publics parce que il n'y aura pas les conditions, alors même si on n'a pas besoin d'un chauffage à 22 degrés, mais 14 degrés, ça commence à faire un peu juste quand même. Oui, et puis même dans l'idée d'une réduction énergétique, les gens qui ne sont pas chez eux réduisent leur énergie. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, on peut aussi c'est de rendre un contexte un peu favorable pour que les gens viennent à la médiathèque, même pour travailler, pour passer un temps, c'est aussi participer à la réduction énergétique ailleurs en fait, en termes d'arguments, c'est pas effectivement peut-être pour le budget de la collectivité, ça c'est pas la même chose. Mais si on est dans un objectif de réduction énergétique, il y a des impacts du coup sur effectivement le fait de permettre aux gens de venir dans un lieu collectif plutôt que d'être chacun chez soi. Donc en termes d'arguments, c'est intéressant. Voilà, sur. Ce qui est un peu proposé dans certaines villes, je crois que c'est à Toulouse, en fait, le fait qu'il y ait des haltes fraîcheur dans les bibliothèques, alors là avec la climatisation, mais qu'effectivement peut-être les bibliothèques soient des lieux chauffés, voilà, au sein des villes. Oui, tout à fait. Et j'avais une autre question. Vas-y, Agnès.
Non, non, non. Je voulais juste réagir à ça parce que c'est le même impact sur la lumière. Je ne sais pas si dans certaines bibliothèques, vous éteignez la lumière des salles parfois ou certains ordinateurs, comme c'est vraiment très fréquemment préconisé, mais est-ce que ça impacte pas aussi l'attractivité? Enfin, est-ce que vous avez remarqué des choses comme ça déjà dans vos bibliothèques? Non, je vois des noms. En fait, il faut être stratégique. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a, sur une autre réunion, c'était la médiathèque de Desvilles-Lermont qui témoignait. Alors, il est vrai que les murs sont, enfin, c'est du verre, hein, donc de l'extérieur, on voit beaucoup, mais avec un choix stratégique de luminaires allumés ou non, pour montrer que c'est quand même ouvert, parce qu'effectivement, on peut se poser la question en passant devant, dès qu'il fait un peu de nuit, dire ah mais c'est ouvert, c'est fermé, mais en laissant de façon un peu stratégique certains luminaires pour que voilà, d'intuition, les gens se disent ah oui, c'est ouvert et non pas fermé. Mais effectivement, il faut pouvoir déjà jouer sur les différents luminaires. Enfin, après, ça dépend aussi de chaque. Mais ça, par exemple, c'est intéressant. Enfin, c'est une question qui déjà se pose. Alors, quand on est dans la construction, de la rénovation d'espace, de toute façon, la question de des luminaires est déjà intéressante en soi. Et de plus en plus, les équipes parfois se font accompagner par comment dire, des spécialistes, je ne connais pas leur nom, des lumières, notamment de spectacles, de scènes de spectacle. Et vous voyez, par exemple, c'est le cas au Havre. Niemeyer, en fait, a un éclairage incroyable alors qu'ils sont quand même sous terre. Et en fait, ils ont travaillé vraiment avec des spécialistes de la lumière et l'effet, par exemple. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est déjà intégré dans les projets de rénovation ou de construction de penser effectivement l'éclairage dans cet objectif aussi d'être le moins possible coûteux en termes d'énergie et en même temps le plus efficace. Donc voilà, La médiathèque locale? Oui, bonjour, Esca Médiathèque de Saint-Ouen-Bruneval, donc petite commune littorale à environ 20 km au nord du Havre. Juste pour rebondir sur ces questions de performance énergétique du bâtiment, nous, on a la chance d'avoir à Saint-Jouin une médiathèque qui a été, on va dire, qui a fait l'objet d'une réhabilitation en 2013. Il s'agissait des anciens bâtiments communaux, école communale des garçons. Et la médiathèque se trouve à l'étage d'un bâtiment et au rez-de-chaussée, nous avons un cabinet médical. La commune s'est lancée dans un grand diagnostic énergétique de ces bâtiments publics. Et là, ils vont vraiment être dans la partie opérationnelle avec un plan décennal pour faire de gros efforts au niveau de la consommation énergétique. La médiathèque, le bâtiment de la médiathèque est le plus récent et il est donc celui qui a la meilleure performance. Ce qui signifie que la commune a décidé, par exemple, qu'il n'y ait plus d'éclairage public dans le centre-bourg. Donc, c'est-à-dire plus la mairie, plus l'église. En revanche, le bâtiment médiathèque reste allumé jusqu'à environ 20h30, enfin 20h, 20h30, parce que nous avons au rez-de-chaussée le médecin, et le médecin, lui, a besoin d'être visible en pleine nuit pour sa patientèle. Donc, en fait, par un effet un peu de ricochet, on bénéficie de cette attractivité. Donc, ça, c'est pas mal. Après, il faut voir, je ne sais pas si vous verrez bien, mais la commune a un petit journal et il faut voir que les 2 articles concernent, alors le premier, c'est un Noël convivial et économique au sujet des illuminations de Noël. Et le second article s'intitule les communes fragilisées avec la question de l'énergie. Et donc, je dirais que dans une commune où de toute façon, globalement, il y a un gros projet lié à justement en fait à l'économie d'énergie, il est plus évident
d'avoir, en fait, de suivre un petit peu ce que vous avez pu préconiser durant l'heure précédente. C'est même dans une petite commune rurale. Donc, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Bah, merci. Oui. Ouais. Merci. Allez-y, Alors, moi, j'avais une vas-y, dis. En fait, ça a été amorcé dans ce que Alexandra disait par rapport à Eva Garouz, mais qui est une question à vraiment se poser, c'est de la notion notamment de télétravail, qui semble un peu incompatible avec le métier au départ, mais qui, je pense, doit pouvoir se réfléchir quand même sur quelles possibilités et voilà, on le voit dans d'autres secteurs, ça n'existait pas avant, les agents apprennent à travailler voilà, à distance, etc. Donc la question peut se poser peut-être quand on entendait le témoignage à Rouen des bibliothèques qui sont le matin pour certaines très froides, etc. Est-ce que des réunions d'équipe peuvent pas se faire en visio le matin pour justement dire, eh ben, on retarde le chauffage, mais du coup, on permet aux agents de travailler, d'arriver un peu plus tard pour ne pas subir. Enfin voilà, la question de commencer un peu à se former au télétravail, même si ce sera sûrement pas comme dans d'autres secteurs, mais une possibilité en tout cas, il me semble, est intéressante. C'est plus les services centraux qui sont touchés, enfin qui bénéficient du télétravail à raison de 2 jours par semaine. Après, le choix des responsables des bibliothèques, ça a été plutôt de limiter le télétravail pour des questions d'effectifs et effectivement les exigences du service public. Mais effectivement, pourquoi pas quand les temps seront meilleurs, réfléchir à ce que tout le travail de veille, d'acquisition, de préparation, d'action se fasse plutôt en télétravail. C'est une perspective effectivement. Même des fois, une journée par semaine, effectivement, ça ne va pas avec une ouverture au public, on est bien d'accord. Mais la question, après, chaque équipe, chaque organisation est différente, mais effectivement, de se dire, peut-être, voilà, ça peut être une matinée par semaine où le télétravail est possible, parce que même si c'est pas idéal, les réunions à distance, etc. Mais alors après, moi, je me rends pas toujours compte, mais il y a aussi parfois aussi un confort de vie. Enfin, le télétravail, c'est aussi, on est dans une économie, enfin, d'un côté, pas de l'autre, mais aussi parfois un confort aussi de vie pour certains. Enfin, c'est tout. Oui, c'est lié au travail. L'avantage. Si je peux me permettre aussi sur cette question-là, effectivement, ça va être un confort de vie de rester chez soi, mais les économies finalement des collectivités ne sont pas les économies des agents qui vont rester chez eux. C'est pas, voilà, il y a aussi cette question-là. On a tendance, on le voit très très bien dans les collèges, dans les lycées, à dématérialiser un certain nombre de choses. Et finalement, reste aux parents d'imprimer les devoirs. Enfin, j'exagère, mais on est aussi dans cette démarche qui est le collectif doit faire des économies, mais individuellement, on demande aussi beaucoup à certaines personnes. Donc, est-ce que ça, c'est gérable en termes d'économie circulaire? Je ne sais pas. On est sur une démarche globale et peut-être pas une démarche individuelle. Véronique, tu en parlais aussi tout à l'heure en parlant des usagers qui passent et qui restent moins, est-ce qu'ils restent chez eux, de ces publics-là. Je ne sais pas si c'est une question qui doit être mise dans la balance. Et est-ce que dans vos collectivités, il y a une réflexion sur cette question-là? C'est sûr. D'autres ont essayé de réfléchir à cette question du télétravail. J'ai plombé l'échange. Je voulais vous poser une question aussi, toujours sur voilà, la gestion en interne du travail des équipes. Véronique, tu disais, tu parlais de 14 degrés dans certaines bibliothèques. Ça fait un peu juste, on est d'accord, même si on bouge. Et du coup, quelle est la réception en fait des équipes? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça occasionne, je ne sais pas, on n'a peut-être pas assez de recul parce que pour l'instant les températures ne sont pas encore trop descendues. Mais comment les équipes le prennent en fait? Parce qu'on est un peu limite au niveau, normalement il y a un seuil limite pour travailler.
Là, je pense qu'on est en deçà. Comment ça se passe par rapport au travail des agents et à la motivation des équipes? Il y a eu des alertes des organisations syndicales, voilà. D'accord. Voilà. Donc ça a quand même Il n'y a pas de seuil. Alexandra, il n'y a pas de seuil limite. La loi n'impose pas, elle impose un maximum et pas un seuil de base. D'accord, parce que moi j'avais regardé, on a eu le cas, on avait 12 degrés dans les bureaux et on est rentré chez nous parce que justement il y avait quand même un seuil, tout le monde est rentré chez lui parce qu'on avait vraiment 12 degrés, à peine 12 degrés. Et voilà, à ce moment-là, alors c'était il y a quelques années quand même, hein, c'est à l'ouverture de l'Atrium, niveau isolation, il y avait ça à voir, on va dire. Mais je ne crois pas qu'il y ait des températures minimum annoncées dans un texte de loi. À cette époque-là, c'est préconisé. ça a peut-être changé, mais en tout cas, à cette époque-là, on avait pu faire valoir effectivement qu'il faisait vraiment trop froid. Inversement, c'est le cas aussi pour les chaleurs, en fait. Oui. C'est un peu délicat dans le droit du travail. Mais effectivement, ça... C'est pas annoncé de... J'ai pas compris ce que tu disais. Moi, j'avais... J'ai pas compris ce que tu disais. Je dis inversement, pour les fortes chaleurs, c'est pareil. En fait, a priori, c'est pas indiqué officiellement à partir de telle température, on ne peut plus travailler, et en dessous de telle température. Il y a effectivement peut-être plus des préconisations, mais bon, voilà. Après, on attend tous le chauffage dans toutes les bibliothèques avec impatience. Moi, j'avais une autre question par rapport justement à ces températures, à la fois excessives l'été, à la fois trop faibles l'hiver. Parmi vous, il y a des personnes qui ont des projets de construction, de réaménagement. Est-ce que cette question-là, elle est très clairement évoquée au moment du travail sur l'architecture? Moi, je pense, je ne sais pas si tu souhaites répondre, Patricia, mais je vois qu'on a Patricia Dagezac avant. Je sais qu'il y a un gros projet. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, vous avez une réflexion? À moins qu'elle ne puisse pas aussi. Hein. On a des fois... Je sais pas, il y a d'autres médiathèques qui sont en cours de rénovation parmi les personnes qui sont présentes? Alors, nous, on est sur la fin de la construction de la médiathèque de Bolbec, qui est un bâtiment conçu comme étant à basse consommation, mais on n'a pas été consulté particulièrement pour savoir quelles étaient les caractéristiques de ce bâtiment. C'est resté au niveau des architectes. Voilà. Donc, c'est un chauffage au gaz et avec une soufflerie. Un caisson énorme qui doit faire 3 mètres sur 2 sur 2. Enfin, c'est une pièce qui est consacrée au renouvellement de l'air et au chauffage. Mais j'en sais pas plus. D'accord. Ni même sur les éclairages et autres, vous êtes sur ces questions-là? Alors, peut-être que la responsable du réseau saurait, mais moi, je ne sais pas. D'accord. Et Sabine aussi, dans les projets dans la Manche, il y a peut-être aussi parfois une participation de la médiathèque départementale à ces questions, ou est-ce que c'est sensible ou pas encore? Il n'y a peut-être pas eu de répercussions encore sur ces nouveaux projets. Ah, pour Avranches, le projet est en cours de redimensionnement et jusqu'à présent, l'empreinte énergétique n'a pas été abordée. D'accord. Donc, c'est le démarrage, donc peut-être un petit retour à la collectivité sur ces questions-là propres aux bibliothèques. Ça pourrait être pas mal. Sabine, est-ce que tu veux t'exprimer? Je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, pour répondre à la question d'Agnès, donc dans la Manche, ça devient vraiment une préoccupation. Donc, dans le projet de mandature, donc, ce sujet a été inscrit dans les orientations stratégiques. Donc, voilà, donc, ça commence. Hein, donc, il y a tout un travail de sensibilisation qui démarre. Hein, et notamment, il y a eu une révision de la politique d'aide du département pour les projets, donc les projets de bibliothèque.
Et maintenant, c'est inscrit dans les conditions pour bénéficier des aides, voilà, des aides. Donc voilà, avec au minimum, donc par rapport aux normes standards, donc de respecter, enfin, le projet respecte les normes en vigueur, et avec un système de bonification des aides si le projet va au-delà des normes. Voilà. Et ça s'applique au projet de construction de bibliothèque ou de réaménagement, évidemment. D'accord. Le contrôle, c'est la bibliothèque la Manche qui l'effectue le dossier, ou par rapport au... Parfois, vous avez la possibilité de travailler avec d'autres services du département, parce que c'est intéressant aussi, la transversalité dans sa démarche d'écologie. Pour tous les projets d'aide avec subvention, donc on travaille avec les services départementaux qui gèrent ces dossiers-là, et puis il y a aussi d'autres services aussi au sein du département qui peuvent, parce que nous après, évidemment, pour instruire les dossiers, donc on donne un avis technique, on n'est pas nous techniciens experts sur ces questions-là, donc forcément, mais par contre, par rapport au respect des normes du tribunal, donc voilà, donc les projets, les maîtres d'œuvre sont obligés de donner des éléments. Donc voilà, mais on s'appuiera sur d'autres experts pour pouvoir vérifier ces questions. On peut considérer aussi que vous puissiez être dans ce domaine, c'est-à-dire ressources qu'au niveau de la construction, vous puissiez un peu plus accompagner justement sur ces projets-là. Ça peut être aussi une manière d'accompagner les collectivités. Oui, on ne l'a pas encore fait, mais là, parce que bon, la nouvelle politique d'aide, elle vient d'être votée. Donc voilà, mais donc on n'a pas encore expérimenté, mais c'est vrai que le fait que ce soit inscrit dans la politique d'aide, forcément, nous, ça va nous obliger aussi à apporter un discours plus participatif qu'avant, c'est évident. Merci Sabine. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour un autre retour d'expérience sur les actions qui sont déjà envisagées, mises en place? On peut aussi un peu rebondir sur les grandes questions. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous aviez pensé à vérifier votre consommation énergétique de bibliothèque? Est-ce que c'est déjà des choses auxquelles vous avez réfléchi? Vous pouvez réagir là-dessus. Peut-être les difficultés aussi rencontrées dans ce domaine, parce que ce n'est pas si évident de connaître sa consommation. Vous nous parliez à la médiathèque L'Escale de cette disposition un peu particulière, un bâtiment qui est quand même assez bien conçu. Et du coup, est-ce que vous êtes parti d'indicateurs de ce type ou est-ce que vous avez pu les avoir? Oui, alors on peut avoir ces indications puisque en fait, donc il y a de ça plusieurs années, les chaudières fonctionnaient au gaz et au fioul. Et donc la mairie a pris la décision de changer ces chaudières par des chaudières à granulés. Ce qui veut dire que on a dorénavant une vision sur le. Alors, je ne me rappelle plus quel est le nombre de granulés en matière de coût, mais ce sont des chiffres qui nous sont communiqués. Enfin, en tout cas, moi, on me les a donnés à 3 reprises depuis 2021. Et ce n'était pas donné pour nous dire attention, là, vous faites n'importe quoi. C'était vraiment. Oui, ça faisait partie des informations qui étaient données pour l'ensemble des personnels. En revanche, moi, je suis collée à une école, enfin à la cantine et à l'école maternelle.
Et là, on n'est pas du tout sur la même performance énergétique, ce qui signifie qu'il va y avoir un gros travail de rénovation sur le bâtiment voisin. Mais l'ensemble des services et des bâtiments est informé de la performance des bâtiments qu'il occupe. On a un exemple un petit peu similaire. Géraldine, est-ce que tu es là, Géraldine Détrépani? Vous bénéficiez aussi d'une maison médicale, si je ne me trompe pas, dans le même bâtiment. Est-ce que du coup, c'est un peu le même cas? Est-ce que ça vous apporte des avantages en termes de chauffage? Comment c'est géré à Étrépani? Alors, bonjour, enfin bonjour à tous, celles que je n'ai pas saluées tout à l'heure. À Étrépani, donc on est effectivement, il y a la maison médicale à l'étage au-dessus de la ludomédiathèque. Alors, des avantages, oui, sans doute. De toute façon, la fréquentation, enfin voilà, on s'est installé, on ne connaît que cet espace avec la ludomédiathèque. L'explosion de la fréquentation, est-ce que c'est la création de la ludomédiathèque ou la maison médicale ou cette maison de service et de proximité énorme dans laquelle on est installé, on ne pourra jamais le mesurer vraiment précisément, mais en tout cas, effectivement, il y a de la fréquentation. Par rapport au chauffage, la collectivité, en fait, pour l'ensemble des bâtiments, a réglé le chauffage et fait le nécessaire dans les bâtiments où il fallait faire des travaux pour que ce soit possible, a régulé en fait le chauffage à 19 degrés. Donc voilà, partout, y compris à la maison médicale. 19 degrés l'hiver, c'est très confortable. Quand je vous entends parler dans certaines structures de 12 ou 14, il n'y a pas photo, quoi. On ne travaille plus en chemisier et en petite veste de tailleur. On met un petit pull sous la veste de tailleur les jours où il fait froid et c'est parfait. Voilà. Donc ça, pas de souci. Par rapport à l'éclairage, il y a effectivement des détecteurs de présence qui ont été installés dans les espaces communs où il y en avait déjà un petit peu au moment des travaux, enfin de la construction du bâtiment, mais c'était pas vraiment dans tous les espaces. Le hall d'accueil était, par exemple, qui dessert tout le bâtiment, était allumé en continu. Bon, maintenant, il est éteint. Moi, je trouve que voilà, quand je pars le soir à 18h30 et qu'il fait nuit noire dans le bâtiment, ça ne donne pas forcément envie aux gens de passer cette grande porte et de monter jusqu'à la ludomédiathèque, mais qui, elle, est éclairée. Mais bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alexandra, s'il y avait encore des points. Oui. Merci, Géraldine. Est-ce que vous avez d'autres projets ou est-ce que vous menez d'autres actions pour faire des économies d'énergie sur le réseau du Vexin normand? Alors pour l'instant, c'est la communauté de communes qui a mis en place un plan de sobriété énergétique. Donc le bâtiment sur Étrépani n'est pas tellement concerné parce qu'il est neuf, même s'il y a eu un audit de fait et que voilà, ça vient d'ouvrir, mais forcément, on s'est rendu compte que les problématiques n'étaient pas les mêmes il y a 5-6 ans, donc il y a des choses qui auraient pu être bien mieux faites au niveau des économies d'énergie. Donc, il y a peut-être des travaux qui vont être engagés. En tout cas, il y a des travaux qui seront engagés sur d'autres bâtiments de la communauté de communes, évidemment. Et puis, nous, on a surtout un plan de sobriété énergétique de bon sens, donc la régulation du chauffage, éteindre les lumières, enfin voilà, les éco-gestes du quotidien, éteindre. Nous, on nous a demandé d'éteindre nos ordinateurs, vraiment couper tous les PC, même sur le temps du midi. C'est un peu, voilà, on n'a pas du matériel hyper récent, donc les PC mettent énormément de temps à se rallumer. Donc, si on les éteint à chaque fois qu'on a une réunion ou quand on part déjeuner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, bon, voilà, on a l'impression de perdre un peu de temps, mais voilà, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Ils vont peut-être les changer bientôt, du coup. Ça va être une nécessité. Je ne sais pas si ça fera des économies, mais voilà. Et puis, au niveau des équipements de lecture publique proprement dit, on n'est
pas sur forcément les économies, puisque oui, il y aura des économies, mais ça va se traduire en coupe budgétaire, ça c'est à peu près sûr. Et puis après les préoccupations des équipes, c'est plutôt au niveau des gestes un peu éco-citoyens. La question autour de la couverture des ouvrages, c'est quelque chose qui se pose. Voilà, mais par contre, oui, on est passé à la vaisselle jetable, on est passé la vaisselle lavable, pardon, complètement. Et je crois qu'on est un des rares services à appliquer ça. Il y a une conscience quand même écologique et citoyenne dans les agents de la lecture publique. Il n'y a pas forcément a priori sur l'ensemble de la collectivité. Donc, on fait plutôt figure de bons élèves parce qu'on reçoit beaucoup de public et on lave les gobelets. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas forcément dans toutes les réunions. C'était intéressant aussi cette question de plus souhaiter couvrir un certain nombre de collections que vous mettez au prêt. Il y en a qui ont expérimenté déjà ça? Est-ce que quelqu'un a déjà fait une expérimentation un peu plus poussée? Vraiment, est-ce que vous pratiquez tous la couverture de livres ou pas? C'est vraiment… Oui, c'est une question qui est pas mal ressortie dans les résultats du petit sondage qu'on avait lancé. Donc, n'hésitez pas. Valérie souhaitait intervenir. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, justement, moi, ça, c'est vraiment mon sujet du moment. Parce que bon, alors j'ai entendu que vous aviez plutôt porté l'accent sur les collections des autrices temporaires. Moi, je me suis précisément dans mon ancien poste qui était à la BNU de Strasbourg, il y avait un responsable de la restauration et je lui avais posé la question pour savoir quels étaient les ouvrages fragiles, moins fragiles, etc. Donc, je m'étais appuyée sur son expertise plutôt pour déterminer. Il y avait la question des couvertures par éditeur, ce genre de choses. Donc, on avait typologisé en fait les ouvrages qui nécessitaient une couverture ou pas tant en fonction de l'usage, mais en fonction de son expertise à lui en tant que restaurateur du livre. Voilà. Donc, je m'étais appuyée plutôt là-dessus. Et ici, à l'école d'architecture, je pense faire ça, en fait. Et par exemple, on avait vu avec lui, et je vais faire de même, je pense, qu'on pouvait considérer qu'on couvre le dos du livre, sa coiffe, en gros, quoi, et sa cote, quoi, et que tout le reste de la couverture du livre n'était pas couverte. Et je trouve ça intéressant parce que, la coiffe, typiquement parce que les gens attrapent le livre comme ça, et donc on réduisait pratiquement le film au luxe d'environ, 90%, quoi. Mais on garantissait quand même quelque chose en termes de conservation, manipulation de l'ouvrage. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu que vous aviez plutôt réfléchi en termes de est-ce que le livre sort et tout ça, lui, il m'avait apporté plutôt un éclairage métier de son point de vue de conservateur-restaurateur, enfin restaurateur, je veux dire, et il m'avait permis comme ça d'imaginer dans mon ancien service de couvrir seulement les livres, par exemple, dont les couvertures étaient plutôt type Grasset, par exemple. Voilà, parce que je m'occupais du service du livre à la BNU, donc type Grasset, parce que la couverture est poreuse et tout. Par contre, les couvertures déjà plastifiées, tout non. Voilà. Que je peux vous dire de ce que j'en ai vécu par le passé, avant Covid, et ce que je pense est testé maintenant avec juste des couvertures, on va dire, partielles, comme des espèces de, aux endroits à renforcer, quoi, en gros. Véronique, vous voulez aussi ajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, on a fait une réunion avec les bibliothécaires, les directions des bibliothèques de la métropole. Et justement, je me fais porte-parole de Sotville qui a déjà commencé à tester la non-couverture de certains documents à l'appréciation des acquéreurs. Et pour ne pas forcer, et a priori, il n'y avait pas de dégâts importants, en tout cas, ça ne justifiait pas la couverture systématique. Et d'autre part, la médiathèque de la Canopée a fait aussi un test en prenant 2 livres pendant des mois, un couvert et un autre couvert, et le score aussi
Je crois par une étiquette au lecteur la politique, le test qui était engagé et a priori, il n'y avait pas non plus de répercussions importantes. Cependant, les bibliothèques de Rouen avaient fait déjà cette démarche il y a quelques années. Ils n'en étaient pas, a priori, c'était quand même assez étendu et justement, ils constataient que certains documents. Alors, soit effectivement la qualité de la brochure, de la couverture de certains éditeurs amenés à les couvrir pour les protéger, soit par des usages intensifs, par exemple tous les albums de jeunesse n'étaient pas forcément, vous ne pouvez pas se passer de la couverture. On va essayer là, si on peut effectivement de tester. Je pense que la méthode test sur 2 documents en parallèle et constat après 1 an, ça peut être pas mal pour aussi vaincre certaines résistances en fait. Parce que effectivement, ça fait débat au sein des équipes, au sein de la profession. Est-ce qu'on couvre, est-ce qu'on couvre pas, est-ce qu'on couvre une partie ou pas. Mais c'est intéressant parce que là, effectivement, le coût là aussi il est important. La couverture et puis que deviennent en fait ces couvertures parce que quand on fait du désherbage, il faut enlever, des fois c'est pas enlevé, donc voilà. Mais je trouve que c'est une question importante à traiter là. Du coup, est-ce qu'on peut vous demander, Valérie et Véronique, alors sans vous obliger, mais si vous avez déjà des notes sur ce sujet-là ou s'il y a déjà des documents formalisés sur le fait de pouvoir couvrir une partie ou pas, ou une fois que le test à Rouen sera fait ou dans le réseau des bibliothèques de l'agglomération, ça pourrait être bien d'avoir un petit retour. Je vous laisse répondre, Valérie. Oui. Oui, alors justement, comme je vous ai dit, c'est mon sujet, donc je suis en train de rédiger un peu tout ça, je vais vous l'envoyer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai redemandé à la collègue, donc à la BNU de Strasbourg, la collègue qui m'a succédé en fait au service du livre, parce que j'ai perdu le document, enfin bref, je ne l'ai plus, quoi, je suis passée à autre chose, mais de me renvoyer, et sans doute il a été peut-être remis à jour et tout, ce qu'il en est dans cette bibliothèque, donc où il a été décidé des choses en accord avec les conservateurs, le restaurateur, et je vais vous envoyer ça. C'est tout à fait contextuel et tout, enfin c'est lié à cette bibliothèque, mais ça peut vous donner des idées, puis moi je vais m'en inspirer à nouveau. Donc dès que mon petit truc est prêt, avec plaisir, je vous l'enverrai. Merci beaucoup. Voilà, de ce que la BNU fait, ou continue de faire, j'espère, et ce que moi je vais mettre en place, je pense rapidement du coup. Oui, je vous l'envoie. Merci beaucoup. On va peut-être creuser aussi du côté de la BNF qui a peut-être déjà institutionnalisé ces pratiques-là. J'ai pas suffisamment fouillé leurs documents et puis pouvoir vous proposer en tous les cas les liens, vous renvoyer tous les liens vers ce qu'on a évoqué ce matin. Si Véronique, tu es d'accord, peut-être un peu ton PowerPoint, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui auraient mérité d'être approfondies dans le PowerPoint. Donc, ça peut peut-être permettre aux autres de réagir. Il y avait beaucoup et peu de temps. Donc, et puis, je vous enverrai le lien là, sur, je crois que c'est le blog. J'étais en train de chercher le blog de la communauté. En tout cas, on l'a mis dans nos documents partagés, donc je pourrais vous envoyer le lien justement qui fait ce constat entre 2 documents couverts ou non couverts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore vraiment une ultime question avant qu'on fasse une petite synthèse Moi, j'avais une question pour Edith. Est-ce que ça fait partie, là aussi, dans les subventions? Est-ce qu'il y a une démarche de l'État pour justement promouvoir tout ce qui est rénovation, pas rénovation, mais tout ce qui est justement politique de développement durable dans les subventions? Alors actuellement, on a, si vous voulez, les ministères se mobilisent depuis, enfin sur la période depuis la rentrée de septembre là jusqu'à
décembre, janvier, pour effectivement réfléchir à comment faire face à cette transition écologique. Je pense qu'à partir de là, sortiront après des effets plus concrets. Donc aujourd'hui, on n'a pas de subvention pour ça, mais tout ce qu'on accompagne, on a un regard sur ces questions-là. En ce qui concerne la DGD, du coup, qui accompagne les constructions de médiathèques, etc., il y a des bonifications, effectivement, en fonction de la prise en compte ou non de bâtiments à réduction énergétique, etc. Et puis dans l'ensemble des projets. Mais si vous voulez, pour l'instant, c'est encore sur une zone de travail assez intense, puisque ça doit être fait très rapidement. Mais on a des feuilles de route qui sont en train de sortir, etc., sur comment aborder cette question de la transition écologique et accompagner les différents types d'équipements culturels, donc dans les médiathèques. Mais à ce jour, il n'y a pas encore une subvention ou de ce genre de choses qui existerait. Mais on peut aider par le biais de financement de formation selon certains cadres, dans le CTL par exemple, ou s'il y a des actions, des labels première page. Par ce biais-là, on peut commencer à travailler la question, effectivement, certains points de formation ou d'action même auprès des publics. C'est pas, mais voilà, ça vient pas. Il n'y a rien d'officiel encore, de concret avec ce label pour l'instant. Okay. Merci, Lynn. Moi, j'avais juste une dernière question que je me posais. Oui, pardon. Véronique, tu disais que vous aviez un référent donc, qui est parti, mais qui va sans doute être remplacé par quelqu'un d'autre. Comment ces questions sont gérées dans vos établissements? Est-ce que vous avez placé quelqu'un en référent, quelqu'un qui a une fibre un peu écologie, développement durable, ou est-ce que c'est géré par les équipes dans leur globalité? Comment faites-vous? Alors, ça concerne plutôt les grosses équipes, du coup, que les personnes qui seraient seules ou 2 salariés, 2 agents dans la médiathèque. Véronique? Donc, effectivement, en fait, Capucin avait déjà une Grénobec, et donc pour appuyer cette... en fait, on voulait lui donner un côté développement durable appuyé, en fait, d'où l'extension des services du Phototech Réatech, et du coup, donner à sa responsable le rôle de référente sur le réseau. Et ensuite, l'idée, c'était que dans chaque bibliothèque, il y ait un membre du groupe transversal. Et pareil pour la formation collective qui va avoir lieu la semaine prochaine. L'idée, c'était aussi, le principe, c'était qu'il y ait un membre de chaque équipe qui puisse y participer. Après, on essaye, tous les documents sont vraiment diffusés, mais on n'a pas de référent proprement dit dans chaque bibliothèque encore actuellement, mais ça pourrait être le cas puisqu'on a des référents corps, on a des référents actions culturelles. Donc ça mettrait en valeur effectivement, au même titre que ces autres actions, l'enjeu développement durable. Là, c'était plus les volontaires du groupe de travail qui essayaient d'en discuter auprès des équipes, et lors du challenge 1 heure pour la planète, en fait, le challenge était sur l'extinction d'un maximum d'appareils, mais en fait, on l'a utilisé justement pour faire des équipes sur ces problématiques, et notamment sur le numérique responsable. Donc, on prend toutes les opportunités pour pouvoir en discuter. Merci, Véronique. Du coup, petite rapide synthèse, Alexandra, tu veux? Ouais. L'idée ce matin, c'était d'ouvrir des portes et de trouver des pistes pour vous en matière effectivement d'économie énergétique, puisque on voit bien que cette question s'accélère dans le domaine public et notamment dans vos collectivités. Alors, c'est vraiment le tout début de ces réflexions. On voit justement beaucoup de sites, beaucoup de blogs, beaucoup de choses qui se mettent en place de manière globale, et puis aussi plus spécifiquement pour les bibliothèques. Donc, comme on le disait avec Alexandra, on vous renverra tous les liens
que nous avons vu dans la matinée. En même temps, il y a quand même des gros chantiers qui semblent vraiment peut-être à creuser ou qui sont apparus ce matin. C'est vraiment tout ce qui est autour des règles de base ou des choses de base comme l'eau, l'électricité, l'énergie, les huisseries. En fait, c'est vraiment cette question qui concerne les bâtiments et qui, je pense, va être accompagnée au fur et à mesure par les médiathèques départementales. Sabine nous disait un mot, et par la DRACS, il y a une réflexion aussi générale. Donc cet axe-là me semble un axe important pour vous à l'entrée de l'hiver aujourd'hui. Donc on n'aura pas répondu à toutes ces questions, mais en tous les cas ouvert un peu des champs pour vous de dialogue avec la collectivité. Les autres éléments, ce qui me semble important aussi dans ce qui a été dit, en particulier par Véronique, c'est toutes ces questions autour d'actions collectives, qu'elles soient pour les agents via le biais de ces dépliants de bonnes pratiques ou alors de formation et d'accompagnement des agents, mais aussi des choses faites auprès du public. Ça semble aussi important d'associer le public à cette démarche-là de réflexion globale, pas uniquement pour les médiathèques, mais aussi pour leurs propres usages. Ça semblait être un élément vraiment moteur. Et puis, on n'a peut-être pas non plus suffisamment abordé, bien qu'un petit peu, sur la question de la réflexion mutualisée aussi avec d'autres services, d'autres lieux. On a bien vu lorsque vous vous situez avec un autre établissement, pas forcément public, eh bien, il y a aussi des réflexions à mener en commun, notamment sur l'éclairage. C'était vraiment intéressant aussi. Je pense qu'on a à peu près envisagé toutes les questions de la matinée et sauf celle du numérique peut-être, qui me semble être une question un peu importante, mais un petit peu difficile de trouver des solutions. Alors justement parce que vous parliez du coût important du numérique par rapport à l'achat papier, mais il y a peut-être une notion qu'on n'a pas abordée qui serait celle en fait de l'usage beaucoup plus long du numérique. Alors non pas en bibliothèque, puisque évidemment c'est pas tout à fait pareil, mais en tous les cas, ce qu'on voit apparaître, c'est que la publication directe en numérique est beaucoup plus utilisée sur le long terme et fait émerger aussi des auteurs qui n'auraient pas forcément eu leur place dans les acquisitions papier des librairies. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas suffisamment creusées et peut-être mettre toujours en perspective l'idée qu'une économie d'énergie doit être confrontée à un fait de réalité. Quand on parle quand vous parliez tout à l'heure des éco-gestes ou de la lumière, ou quand on a aussi parlé du télétravail, la question est de savoir est-ce que c'est une réelle économie. Il faut vraiment la mettre en perspective de tout un écosystème autour qui vous permettra de vous situer au mieux dans l'ensemble de l'écologie du livre. Voilà, je voulais finir. J'espère que j'étais assez claire sur ce dernier point parce que ce n'était pas évident de l'aborder. En tous les cas, on vous remercie vraiment pour votre participation. Alexandra, tu veux peut-être ajouter un petit mot aussi Donc, nous allons faire un petit article sur le site internet sur lequel vous pourrez retrouver la vidéo de ce webinaire et également le PowerPoint de Véronique Prézot et des informations, voilà, des liens vers des sites intéressants. Et n'hésitez pas, comme l'a dit Agnès en ouverture de ce webinaire, à aller voir tout le travail mené par Normandie Livre et Lecture et notamment la charte écologie à laquelle vous pouvez adhérer et qui vous permettra aussi d'avancer dans le travail, dans toutes ces réflexions autour du développement durable.